Voilà, l'heure de la reprise, time, comme on dit. Alors, donc voilà, on va s'asseoir. Alors oui, on va peut-être bouger légèrement le pupitre pour que tout le monde nous voit bien. Choc, voilà, c'est fait. Alors, donc, je l'ai dit en conclusion de la présentation précédente, alors on a parlé en ouverture avec Marie Guittard ce matin, on a vu le rôle des organisations publiques, donc l'INAO pour garantir les origines. Juste avant, on a vu avec un industriel, donc Famille Michaud Apiculteur, évidemment le rôle que les industriels ont forcément dans la protection de l'origine de leurs produits, la garantie de l'origine, donc en investissant dans des outils technologiques. Et maintenant, on va voir donc avec Baptiste Carpentier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes le responsable RSE de l'enseigne Intermarché. Et donc là, on va voir évidemment ce qu'une enseigne aussi. Quel est le rôle d'une enseigne dans la défense et en tout cas l'information du public sur l'origine des produits. Alors là, on va parler plus particulièrement de l'origine géographique France, origine essentielle, d'actualité en plus, je le disais tout à l'heure, évidemment avec les appels à la relocalisation lancés par le gouvernement et même jusque dans le plan de relance. C'est un sujet sensible, important et qui est dans l'air du temps depuis un petit moment. Défendre le Made in France, c'est défendre l'emploi et c'est évidemment aussi, en théorie, défendre une certaine qualité des produits. Alors, vous avez lancé donc chez Intermarché, vous avez annoncé à l'automne 2019 et vous l'avez lancé effectivement depuis le mois de mars 2020, le Franco-Score. Alors, le Franco-Score, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles informations vous faites passer aux consommateurs à travers ce Franco-Score ? On va le voir d'ailleurs à l'écran, puisque vous avez mis quelques exemples. Voilà. Donc le Franco-Score, quel type d'informations vous faites passer aux consommateurs à travers ce Franco-Score ? Alors effectivement, en fait, ça fait maintenant plusieurs années qu'on affichait sur nos packaging et sur nos plateformes e-commerce, enfin nos sites Drive, le lieu de production, donc le Made in en fait, Made in France pour la plupart de nos produits. Et là, l'idée du Franco-Score, c'est de se dire que cette information-là est partielle puisqu'on ne communique pas sur l'origine des ingrédients, des matières premières. C'est la transformation, le Made in France. Exactement. D'accord. Donc là, on est bien sur l'origine en se disant qu'on descend entre guillemets au niveau agricole, enfin au niveau le plus bas, c'est-à-dire la production agricole. Donc par exemple, quand on va chercher à calculer le Franco-Score sur une recette qui contient du beurre, on ne va pas juste se dire d'où vient le beurre, mais d'où vient le lait qui a permis la fabrication du beurre. Donc on est au niveau de la matière première. Au niveau du secteur primaire. Exactement. Donc l'idée du Franco-Score, c'est effectivement d'afficher le pourcentage d'ingrédients qui composent la recette qui est effectivement produit en France. Alors, combien peut-il y avoir d'ingrédients dans un produit ? Alors, on parle des niveaux de transformation déjà. Et puis, donc jusqu'à combien d'ingrédients est-ce que vous êtes capable de lister ? Et jusqu'où est-ce que vous descendez ? Est-ce que vous allez donner l'origine du sel qui a servi dans la recette ? Garantir que c'est de l'origine France, etc. Donc, les aromates, jusqu'où est-ce que vous descendez ? Alors l'idée, et ça c'est pardon pour les soucis de masque, c'est le principe qui a été posé dès le départ, qui est un principe assez conservateur, qui est de se dire on prend l'ensemble des ingrédients, on prend en compte l'ensemble des ingrédients des recettes, à l'exclusion de l'eau qui, dans les processus de fabrication, peut jouer, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais peut jouer un rôle un peu particulier. Donc, ce qui veut dire qu'on va prendre en compte le sel, potentiellement certains additifs, etc. Et donc, potentiellement sur un produit plutôt transformé, on peut monter à un nombre d'ingrédients qui est très important et qui peut Par aller exemple, jusqu'à vous avez plusieurs quelques dizaines. exemples. En moyenne, combien y a-t-il d'ingrédients dans un produit ? J'ai pas l'ingrédient, enfin j'ai pas le nombre, parce que voilà, nos gammes de produits en MDD sont quand même très très larges puisqu'on couvre tous les marchés. Mais sur une pizza, on peut monter à 20 ingrédients par exemple qu'il va falloir scorer. Donc ce qui veut dire que derrière, il faut descendre filière par filière jusqu'au champ ou jusqu'à l'élevage. Et c'est ça qui prend du temps, c'est ça qui demande beaucoup d'exigences, on va dire, pour assurer une fiabilité. Alors justement, vous venez de le dire, on peut descendre jusqu'à l'agriculteur, jusqu'au champ. Donc
Combien de temps cela prend-il et comment faites-vous concrètement pour avoir ces informations jusqu'au niveau primaire? Vous disiez le lait qui a servi à la vache, le lait de la vache qui a servi pour le beurre, etc. Comment faites-vous concrètement et combien de temps ça prend pour décortiquer, si j'ose dire, un produit? Alors, alors sur le temps, on a lancé les scorings fin d'année dernière, début de cette année, donc je ne sais pas si la période était révélatrice de notre fonctionnement en mode croisière. Un peu particulier, un peu compliqué. Néanmoins, nous, on a fait le choix. En fait, la particularité d'Intermarché et du groupement des mousquetaires, c'est qu'en fait, on a à peu près 40% de notre MDD qui est fabriqué par nos usines. Par des usines du groupement, ce qui est une vraie spécificité. Il y a une soixantaine d'usines, je crois. Oui, il y a 62 unités de production qui sont en majorité dans l'Ouest, toutes basées en France, et qui produisent tout type de produits, produits laitiers, plats cuisinés, charcuterie, jusqu'aux couches, puisqu'on a aussi une usine de couches pour bébés. Et une flotte de bateaux qu'on voit dans les publicités Intermarché, avec les bateaux des mousquetaires. On a effectivement 23 bateaux et c'est la première flotte de pêche fraîche en France. Et donc du coup, notre parti pris, c'était de se dire il faut qu'on teste en fait cette acquisition de données pour calculer le Franco-Score. Et donc on va commencer par ce qui est le plus facile pour nous, c'est-à-dire nos filières intégrées, nos usines, et puis dans un second temps, qu'on va bientôt commencer là, on va bientôt s'y atteler, basculer sur les filières qui sont gérées par des fournisseurs externes. De façon à tester. Donc la manière dont on s'y prend, c'est qu'en fait on a, tout comme sur les exigences qualité ou la fiabilisation d'informations produits sur des promesses qu'on peut faire à nos clients, l'idée c'est qu'on rende la déclaration de l'origine contractuelle via les cahiers des charges et via les contrats qu'on passe. C'est déjà le cas aujourd'hui? Alors, pas nécessairement. C'était le cas avant, je veux dire. Pas nécessairement. Aujourd'hui, en fait, on a fait un gros boulot ces dernières années sur la contractualisation du lieu de production. Et aujourd'hui, on a, sur 2019, on a 88% de notre MDD qui a été fabriqué en France. Donc transformé, là, on parle de transformation. Voilà, fabriqué. Alors, c'est fabriqué, transformé, conditionné pour des jus d'orange, par exemple. Nécessairement, l'orange ne vient pas de France, donc elle est conditionnée en France. Donc, on a fait un gros boulot ces dernières années là-dessus. Aujourd'hui, voilà, on passe à l'étape 2 qui est cette origine. Et donc, pour en revenir à votre question initiale sur le temps que ça prend, en fait, ça dépend des filières. Ça dépend. On travaille beaucoup avec des TPE, PME qui ont aussi des ressources limitées. C'est une donnée qui n'ont pas jusqu'à présent eu l'habitude de faire remonter de leurs propres fournisseurs et de nous communiquer. Donc, tout ça prend du temps. Voilà, aujourd'hui, sur une référence classique, il faut compter entre on va dire 2 mois et potentiellement 5 mois en fonction du nombre d'ingrédients qui composent la recette. Donc pour décortiquer un produit, entre 2 et 5 mois pour faire remonter toutes ces infos, évidemment en fonction du nombre d'ingrédients et d'intermédiaires, ce que vous disiez, ça peut être les fournisseurs de nos fournisseurs. Exactement. Okay. Et sachant que, dernier point, et ça fait partie du principe un peu conservateur que j'évoquais tout à l'heure, donc on tient compte de tous les ingrédients. Et en creusant, on le savait déjà, mais ça nous a sauté aux yeux, c'est qu'on a pas mal de matières premières où, pour des questions de saisonnalité notamment, on n'a pas une permanence de production en France toute l'année. Oui. Donc typiquement, on a assez souvent sur de la pomme de terre, de l'endive, des choses comme ça, des produits qui sont un certain moment de l'année produits en France, et puis d'autres moments, ça bascule vers des appros Belgique ou Espagne, parce que le climat le permet pour un tas de raisons. Bien sûr. Et donc, nous, notre parti pris, c'est à partir du moment où on ne peut pas garantir un 100% d'origine française, on ne cherche pas à calculer une moyenne, on met 0 directement. D'accord. Donc ça fait partie de cette exigence qu'on a et mécaniquement ça peut descendre la note de certaines références parce qu'on n'a pas cette garantie du 100% de production. D'accord. Donc un produit, un ingrédient pour lequel vous n'avez pas la garantie tout au long de l'année qu'il va être d'origine France, vous le notez 0 tout de suite. On le met à 0, ouais. Y compris quand il va être vraiment de l'origine France. Tant pis pour lui. Enfin, tant pis pour lui. Vous avez effectivement une pratique très conservatrice. Enfin, voilà. Oui, non, mais c'est exactement ça. Alors après, il faut voir aussi, en fait, quand on a annoncé le Franco-Score en novembre, bien évidemment, l'idée, c'était de renforcer la transparence et l'information pour nos consommateurs, qui fassent des choix éclairés. Et la crise, et effectivement,
les dernières communications de Bruno Le Maire sur la relocalisation, etc., nous confirment, nous confortent dans l'idée qu'on avait vu juste là-dessus. Mais au-delà de cette logique de transparence, on y a aussi vu un moyen d'accompagner les filières françaises et aussi le Francoscore pour nous devient un outil de progrès en interne et effectivement être assez conservateur ou entre guillemets rigide dans les règles de calcul qu'on s'impose nous challenge aussi et nous met en tension pour demain progresser et aller chercher de l'approvisionnement, l'ingrédient de l'origine française sur des ingrédients aujourd'hui qu'on source à l'extérieur. Alors, vous disiez que pour des raisons de facilité, de pratique, vous aviez commencé par vos marques propres, donc sur cet étiquetage Francoscore. Quelles sont les marques concernées aujourd'hui et combien de références cela concerne-t-il et à quelle vitesse vous développez et donc sur quelle marque, etc., ce Francoscore? Alors aujourd'hui, en fait, on est parti des marques, du classement des marques qui génèrent le plus de chiffre d'affaires chez nous, qu'on a croisé avec les attentes consommateurs sur cette question du Made in France d'un côté et de l'origine. Et on a pris les deux premières qui sortaient, donc à savoir pâturage sur les produits laitiers, ultra frais, voilà. On a de l'ambiant et du frais. Et puis Monique Ranou, qui est une marque aussi emblématique et assez ancienne, qui fait, on va dire, du traiteur et de la charcuterie. Donc voilà, on s'est focalisé sur ces deux marques. On a aussi un certain nombre d'unités de production qui alimentent une bonne partie de l'assortiment. Donc bien sûr, ça tombe bien. Et donc on a communiqué sur nos drives, on a affiché sur nos drives. D'ailleurs, je vais passer à la slide suivante. Le Francoscore qu'on voit juste sous les visuels produits ici, c'est la barre colorée bleue. On a étiqueté 150 références de ces deux marques-là en mars. Au lancement, donc. Exactement, au lancement, juste avant le confinement. Et on va passer à 300 en octobre avec une montée en charge progressive au fil des mois. D'accord. Alors là, vous venez de le montrer à travers la question du drive, où cette information, puisque c'est une information consommateur, donc comment les consommateurs peuvent-ils accéder à cette information? Est-ce que c'est sur les packaging produits? Est-ce que c'est une PLV magasin? Alors apparemment, donc c'est sur le drive. Voilà. Comment les consommateurs peuvent-ils accéder à cette info? Alors aujourd'hui, l'information, elle est exclusivement digitale, donc via l'application qu'on peut utiliser en point de vente, en magasin, ou via un ordinateur, on va dire. Bien sûr. On s'est longtemps posé la question sur le déploiement physique sur les facings, sur les emballages. À date, on a choisi de ne pas y aller encore pour une principale raison qui est qu'un déploiement sur un packaging demande un temps de développement particulier. Il y a des stocks aussi d'emballages qu'il faut épuiser. Ça prend beaucoup de temps et c'est très lourd d'un point de vue logistique et d'un point de vue opérationnel. Donc il y a ça et ça se conjugue avec le fait qu'aujourd'hui il y a un groupe de travail animé par le Conseil national, par le CNC, qui travaille justement, qui est en train de sonder les différents outils de transparence sur l'origine qui existent. Et aujourd'hui, il y a une volonté affichée du gouvernement de travailler à l'identification, la définition d'un outil de transparence de marché collectif, mais pas de cadre réglementaire. On est dans le flou. Et donc, vous êtes les premiers. En tout cas, on a apporté. Il y a une autre enseigne indépendante aussi. Oui, bien sûr, qui est un peu dans la même tendance, qui s'appelle Leclerc, voilà. Exactement, qui est un groupement d'indépendants aussi qu'on connaît plutôt bien. Mais effectivement, nous, l'idée avec le Francoscore, c'était de aussi apporter une solution simple, parce que c'est juste une barre, si je puis dire, qui vient en complément du lieu de production et qui est une proposition parmi d'autres qu'on a choisi d'ouvrir aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on échange avec certains industriels pour un déploiement sur leurs propres produits. Et là, justement, il y a des industriels qui sont aujourd'hui réceptifs et qui se disent intéressés pour le déployer sur leurs propres produits. Il y en a un certain nombre, oui. Alors c'est en discussion, je ne peux pas vous dire qui, mais effectivement, certaines petites entreprises ou plus grandes entreprises qui ont cette sensibilité au Made in France déjà sont effectivement parmi celles qui nous ont contactés pour voir dans quelle mesure on pouvait entrer dans notre démarche. Exactement.
Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez aussi. Alors, on a parlé de pourcentage, d'ingrédients, etc., d'origine France. Concrètement, visuellement, alors pour peut-être les clients qui ont déjà fréquenté le Drive Inter l'ont déjà vu, mais que vous nous expliquez visuellement comment ça se traduit. Quelle est l'expression visuelle que vous avez choisie pour caractériser, voilà, résumer ces pourcentages? Ah bah, c'est très simple. Alors, c'est quelque chose qu'on a testé auprès de nos consommateurs, hein. Enfin, on a testé plusieurs scénarios d'étiquetage et c'est celui qui est ressorti comme le plus efficace. Donc, on a simplement la carte de France tricolore. On a une jauge sur 100 qui se remplit en bleu en fonction du pourcentage et on a au-dessus le chiffre exact du pourcentage. Donc en fait, c'est une lecture très simple et qui a été validée par nos consommateurs. Donc un curseur avec un pourcentage et Simplement. donc qui se Simplement. colore, et la carte de France La carte de France qui est juste à gauche. et qui elle aussi est en pourcentage, Non, c'est-à-dire non, non. elle est juste tricolore pour marquer, D'accord. pour avoir un marqueur L'origine visuel France, en fait. il s'agit de uniquement. ça. D'accord, ok. Ça. Oui, vous n'avez pas coloré la carte aux 2 tiers, aux 3 quarts, etc. Non. D'accord. On a fait Ok. le plus simple possible. Et donc ça a été validé par les consommateurs. Ce sont les consommateurs qui ont choisi ce mode de cette traduction visuelle. Exactement. Euh, alors, petite question aussi. Vous disiez tout à l'heure, cette démarche nous pousse un peu, voilà, nous stimule à trouver des ingrédients français quand ce n'est pas encore le cas, etc. Est-ce que vous envisagez, pour les produits sur lesquels vous allez progresser dans le pourcentage d'ingrédients France, eh bien justement d'exprimer ce progrès, de montrer que le curseur, quand il était à 50%, on va dire, il y a un an, maintenant il est monté à 75%, et de montrer qu'il y a une évolution, donc une démarche de votre côté de sourcing, d'approvisionnement? Alors pour le moment, on n'en est pas là, clairement. Nous, notre objectif, c'est de nous focaliser sur un déploiement, enfin une montée en charge déjà sur l'existant et de se focaliser sur la photo à date. C'est pour autant pas exclu. Après, c'est la capacité à le traduire clairement et facilement aux consommateurs, que ce soit en digital ou demain en physique, en fonction de l'évolution des échanges collectifs et du secteur. Mais pour le moment, clairement, on se focalise sur la photo à date. Et voilà, on a un taux quand on prend les 150 là pour l'instant qui sont affichés, on a un taux moyen de l'ordre de 80%. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. D'origine française. Le taux moyen aujourd'hui sur les deux marques, donc Monique Rano et Pâturage, On est en 80, ouais. c'est 80% d'ingrédients français en moyenne sur ces 300 Celle qu'on a références. scoré, effectivement. D'accord. Effectivement. Bon, voilà, sachant qu'en fait, dans le cadre du lancement et du contexte Covid, on a avancé plus vite, non pas par rapport à ce qu'on a anticipé de la note et qu'elle soit la plus forte possible, mais plutôt en fonction des possibilités de nos usines pour aller chercher la donnée, la fiabiliser et nous la remonter. Et vous avez des indications sur le retour consommateur aujourd'hui? Déjà, vous avez fait des études consommateurs pour savoir ce qu'ils pensent. Donc, alors vous nous l'avez dit, ils vous ont aidé pour choisir la traduction visuelle, mais maintenant de ce qu'ils pensent de ce dispositif, de son intérêt. Voilà. Est-ce que vous avez des études en cours ou des choses? Pour le moment, non. C'était prévu, en fait. Et là, il faut dire que le contexte fait que ça a été bouleversé. la lecture des résultats serait bon, un peu touchy, comme on dit. Donc non, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on va être amené à faire, tout comme on l'a fait d'ailleurs sur le Nutri-Score, sur les changements de comportement d'achat. C'est quelque chose qu'on a programmé dans les mois qui viennent, mais à date, on n'a pas d'informations à transmettre là-dessus. Alors, vous disiez que donc le mode d'expression que vous aviez choisi était digital, hein, à travers le Drive. Et on parlait des traductions physiques. Alors, vous l'avez expliqué, le packaging, c'est compliqué pour les raisons que vous avez énoncées. Est-ce qu'il y a d'autres modes d'expression physique dans les magasins, des PLV, des choses comme ça? Est-ce que c'est envisageable? Ou c'est compliqué aussi parce que ça fige? Bah, on peut avoir effectivement de la PLV, mais qui va, ça prend de la place, les mètres carrés sont comptés, donc qui va focaliser sur une référence produit, potentiellement sur dont le score a progressé et Oui. on pourra communiquer de cette Il y a un manière-là. événement, oui. Effectivement, c'est des choses qu'on va pouvoir imaginer à terme. C'est pas le cas pour le moment. Toujours relativement au contexte, hein, qui est très particulier. Mais effectivement, ça pourra se traduire au cas par cas physiquement en point de vente, sur du stop rayon, sur de la PLV diverses et variées. Mais pour l'instant, en tout cas, on est en point de vente relativement discret sur le sujet. D'accord. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de cadre juridique qui existe puisque c'est nouveau. Alors, sur le Nutri-Score, il y avait eu des débats aussi sur le mode de traduction le plus opportun. Il y avait eu plusieurs, d'ailleurs, modèles qui avaient pu exister. Est-ce que vous avez
soumis ce Franco-Score aux autorités et qu'est-ce qu'elles en ont pensé et sur le fond, bon, j'imagine qu'elles sont plutôt positives, mais déjà ne serait-ce que sur la traduction visuelle, etc. Alors, il y a quand même un cadre réglementaire sur Vous l'affichage de pouvez pas faire l'origine, ce que qui est vous le voulez. code de fraude et le règlement INCO. Donc, ça, c'est très bordé. On s'est appuyé sur une aide juridique externe pour nous assurer qu'on était dans le cadre légal. Et effectivement, on a présenté ce nouvel étiquetage à l'administration on a eu un accueil très, très positif et favorable. Donc, ça nous a conforté sur les choix qu'on avait fait jusqu'à présent. Et maintenant, effectivement, dans le cadre des travaux menés par le CNC, la DGCCRF, par exemple, fait partie des échanges et du coup, le Franco-Score va alimenter tous ces travaux. Mais effectivement, l'accueil a été favorable. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Dernière question peut-être, après on prendra des questions de la salle. Vous disiez que donc, les producteurs, enfin vos fournisseurs s'engagent contractuellement sur l'origine France des produits. Si un produit, alors vous l'avez un peu dit, certains produits en France n'ont pas toute l'année, il y a des saisons de production, donc on ne les trouve pas toute l'année en France. Si un producteur est amené à changer l'origine de ses produits, donc il doit vous en informer et vous relayez l'information. Alors l'intérêt du digital, c'est que ça permet en temps réel de changer l'information. Donc c'est prévu dans vos procédures, ces changements, d'opérer ces changements. Effectivement, mais en fait, l'origine est un attribut produit, une caractéristique produit, comme un changement de recette où on ajoute un ingrédient ou pas. En fait, le fournisseur doit ajouter un ingrédient ou en retirer un. Le fournisseur doit nous prévenir, c'est juste contractuel. Et après, en fonction du changement qui a été fait sur l'origine, eh bien effectivement, soit on peut retirer simplement le Franco-Score, mais a priori, on s'orientera plutôt vers l'option 2, qui est de faire évoluer un recalcul du score et une évolution de ce qui s'affiche sur nos fronts digitaux. Et alors, dernière question, vous voyez, j'en ai encore. Est-ce qu'il y a des produits, des cas pour lesquels vous êtes tombé dans des impasses, c'était compliqué, voire impossible de calculer le Franco-Score? Est-ce qu'il y a des cas particuliers, des cas difficiles? On a des cas, alors je peux pas, il y a des cas qu'on n'a pas encore tout à fait tranchés, typiquement sur la pêche. Est-ce que c'est la nationalité du navire ou est-ce que c'est la zone de pêche qui détermine l'origine? C'est pas simple. Il y a des point de vue légal, c'est pas simple. Donc voilà, il y a des cas un peu où on n'a pas encore totalement tranché. D'accord, ok. Parfait. Bon, bah écoutez, Baptiste, merci beaucoup pour ce tour très complet sur le Franco-Score. Alors voilà, il y a des questions, donc déjà on peut vous applaudir. Et voilà, il y a déjà une première question. Donc voilà, la procédure, maintenant vous avez pris le pli, je m'approche. Voilà, madame pose une question effectivement pertinente. Elle demande, est-ce que l'objectif, c'est d'appliquer le Franco-Score à tous les produits, même si la jauge n'est pas très favorable, ou est-ce que vous allez dire, bon, on ne retient que les produits, on est à plus de 50 ou plus, enfin, est-ce que vous avez un critère qui fait que il y a certains produits que vous préférez pas exposer, en gros? Alors, je ne vais pas vous dire qu'on va scorer que des très bons produits. Ce n'était pas du tout la logique qu'on a. Après, il y a un mécanisme aujourd'hui qui est que comme on a commencé par nos propres usines, enfin par les produits qui sont fabriqués par nos propres usines, elles sont toutes françaises. Donc par logique, en fait, elles sourcent leurs ingrédients plutôt en France. Et donc les premiers produits qu'on a scorés sont peut-être un peu plus la note est un peu meilleure que quand on va élargir aux fournisseurs externes. Donc c'est un mécanisme mais qui est du fait de l'opérationnel. Après, on sait déjà et on les scorera tout de même. Et c'est produit par des fournisseurs externes, par exemple, que des yaourts chèvre, lait de chèvre ou lait de brebis. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appro en France, en fait. Enfin, il n'y a pas assez de volume de lait de brebis en France pour satisfaire les besoins qu'on a par rapport à la volumétrie de produits qu'on écoule. Et donc, on sait
que quand on va déployer, parce que l'idée c'est de couvrir 100% des références pâturage et rano en premier lieu, on sait que quand on va déployer sur ce type de produit, on va avoir des notes qui seront, en l'occurrence sur le chèvre, ça devrait être autour de 45% par exemple. Donc on sait que voilà, on a eu un cas sur Monique Rano aussi, sur du bio. Aujourd'hui, certaines filières agricoles ont du mal à produire du bio en France. C'est le cas du porc, par exemple. Eh ben, on savait qu'au démarrage, le porc bio Monique Rano, enfin le jambon, il allait être à zéro, tout simplement, parce qu'en fait, il n'y avait pas de volume en France. Donc on sait qu'on a un enjeu. Et c'est là où il y a notre proximité avec le monde agricole est fondamentale, c'est qu'on a un enjeu de rapatrier en France certaines productions, alors comme le bio, qui jusqu'à présent n'avait pas des taux de valorisation qui permettaient un développement en France, soit des filières qui, pour des questions diverses et variées, on a été chercher à l'étranger, alors qu'en fait, elles sont déjà dispo en France. Enfin, il y a des volumes suffisants. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, d'accompagner, de contractualiser sur le long terme, enfin, en pluriannuel avec les fournisseurs, pour leur garantir qu'on va écouler leur volume, potentiellement d'avoir des aides sur des aides à la conversion bio qu'on a commencé à faire. On a changé des lieux de sourcing pour le kiwi ou le jus de pomme, par exemple, où aujourd'hui il est français en bio, ou le sera demain parce qu'on a mis ces mécanismes-là. Et ça, c'est vrai que notre ancrage industriel et agricole nous aide beaucoup pour sentir les freins qu'il y a dans les filières et pouvoir entamer des switches, en fait. Oui, parce que ça peut être à l'origine de création de filières, justement, pour avoir les origines, enfin les ingrédients France, parce qu'effectivement, on le sait que sur le bio, la France importe pas mal d'ingrédients, parce qu'il n'y a pas les productions suffisantes. Après, il y a une question de monsieur. Juste, petite précision. On parle bien d'ingrédients, on ne parle pas de transformation. Pourtant, ce serait plutôt à votre avantage, la transformation, puisque les usines sont, enfin, en tout cas pour on vos le marques communique, propres, bien sûr. alors, je ne sais pas si on le voit. Vous communiquez quand même le fait qu'il y ait une transformation En France, fait, que l'usine est en France. En fait, voyez, on a une carte déjà tricolore. Alors désolé, elle est pixelisée. Oui. On a une carte tricolore avec une flèche qui indique la géographie et le lieu de production. En fait. D'accord. Donc c'est déjà présent en pack chez nous. D'accord, très bien. Alors, monsieur, oui, pardon. Alors, monsieur demande, est-ce que vous avez établi un ranking, un classement des attentes consommateurs en termes d'information? Alors là, c'est l'origine France. Il y a évidemment des attentes autour du caractère, on va dire, durable d'un produit. Vous parliez aussi, pardon, du Nutri-Score, bien sûr, tout à fait. Est-ce que vous avez établi un classement de ces attentes et comment vous allez arbitrer? Voilà. Là, vous avez réglé, en tout cas, vous attaquez à la question de l'origine France. Alors effectivement, ce sont toutes les enseignes et toutes les grandes marques ont ce classement. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'on a trois grands totems, si je puis dire, ou trois grands marqueurs forts. Il y a effectivement le Made in France, enfin le lieu de production. Je parle volontairement pas d'origine parce qu'on est un petit peu en dessous en termes d'attente sur l'origine, même si elle est forte, et que ça a tendance à se globaliser avec le made in, en fait, avec le lieu de production. Donc on est sur plutôt fabrication française, que ce soit les ingrédients ou la transformation en tant que telle. Ensuite, c'est la composition des produits. Donc ça rejoint à la fois la question des additifs, simplicité de la recette, moins d'ingrédients. Enfin, on est vraiment sur cette question d'additifs. Par contre, ça couvre pas le Nutri-Score ou les aspects purement nutritionnels qu'on voit ces dernières années plutôt reculer dans le classement. Et après, il y a un grand pavé qu'on appelle nous les conditions de fabrication, où on retrouve par exemple le bien-être animal dans les filières viande et tout ce qui va être vraiment lié aux pratiques industrielles principalement d'élaboration des produits. D'accord. Oui, alors une petite question, précision. Oui. Alors,
Monsieur demande quelle est la position d'Intermarché par rapport à la note globale. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure à une question précédente, qui fédère essaye de fédérer tous ces éléments pour donner une synthèse qui simplifie pour le consommateur le choix en définitive. Oui, on connaît très bien puisqu'on est membre fondateur en fait. Vous ne devez pas poser la question de manière innocente. Non, on est membre fondateur. On a intégré fin 2018, début 2019. Et d'ailleurs, c'est moi qui coordonne pour l'enseigne notre contribution aux travaux. Nous, on y voit une possibilité de simplifier. En fait, vous connaissez les promesses de la note globale. C'est effectivement avoir une note qu'il conviendra peut-être à un moment de segmenter en fonction de grandes thématiques quand même, qui globalise la performance globale ou sociétale d'un produit. Donc pour nous, c'est une clé de lecture qui est intéressante, qui aujourd'hui, par contre, en termes de notoriété et de compréhension, il y a encore du travail. Donc on ne peut pas la mettre au même niveau qu'un claim marketing sur du 100% français, sur du... Voilà, mais nous, on trouve que ça a c'est un peu comme le Francoscore, c'est un outil de transparence et d'accès simple à une performance globale qui aujourd'hui n'existe pas. Et en même temps un outil de progrès, puisque nous on le déploie, on a commencé par déployer le score de la note globale sur quelques références produits fabriqués par nos usines. Pardon. Et là, en fait, ça implique des échanges dans les filières, une certaine proximité, et quelque part, ça monte aussi le niveau de maturité sur les différents sujets, que ce soit l'environnement, la santé, la traçabilité, l'engagement sociétal, etc. Et donc ça favorise l'échange et quelque part le progrès collectif au niveau des filières, puisque l'approche est filière et elle est très verticale. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ça a le mérite d'être synthétique, effectivement. Oui. Alors, Madame demande pourquoi est-ce que Intermarché a choisi de s'engager sur la note globale et pas sur d'autres démarches un peu analogues qui peuvent exister. Alors, je ne sais pas à quelle démarche vous faites référence. Nous, notre parti pris, c'est de déployer ce qui fait sens pour nos consommateurs. Que ce soit le Nutri-Score, on a été parmi les premiers à le déployer. Et avant le Nutri-Score, on avait développé notre propre outil sur le sujet qui s'appelait le NutriPass à l'époque. Ou que ce soit d'autres systèmes, d'autres logiques. Donc pour nous, l'intérêt, c'est de contribuer aux travaux. Et de pouvoir accompagner l'émergence de cela, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un label, en tout cas de ce référentiel d'évaluation-là, au même titre qu'on peut le faire avec le Nutri-Score, ou on l'a fait avec le Nutri-Score il y a quelques années, qu'on le fait avec le Francoscore. En fait, c'est tout simplement ça. On se rend compte dans les études consommateurs que plus le temps passe et plus le consommateur estime qu'il y a une complexité à lire les emballages et l'information qu'on lui restitue aussi en digital. Et donc, tous les outils qui vont nous permettre d'à la fois l'amener à un comportement d'achat plus éclairé, enfin, qu'il ait plus d'informations pour agir et orienter ses choix de consommation, on va y travailler. Donc, en fait, notre idée est plus de pouvoir accompagner différents outils qui résonnent par rapport aux attentes consommateurs, plus que d'en cibler un et de tout miser entre guillemets au-dessus. Il nous semble que le consommateur est tellement multifacette et a des attentes parfois aussi paradoxales qu'il nous faut travailler plusieurs outils, plusieurs labels et c'est comme ça qu'on cherche à avancer. J'ai envie de dire que c'est peut-être comme un peu avec les réseaux sociaux. On attend de voir lequel va s'imposer et qu'il faut être un peu présent sur les différents outils qui sont mis à notre disposition avant finalement de voir qu'il y en a un qui s'impose un peu plus que les autres, non ? Alors, effectivement, ça peut être le cas sur la note globale où la notoriété est toute relative aujourd'hui. Donc effectivement, on avance et ça nous sert aussi en interne. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'amélioration continue, de connaissance de nos filières, etc. Après, il y a d'autres outils. Enfin, le Nutri-Score, il y a 5 ans, on y a été directement puisque ça faisait sens pour nous, en fait. Enfin, culturellement, par rapport à tout ce qu'on a fait en matière de performance nutritionnelle de nos produits, ça faisait sens. Donc en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets où effectivement, on choisit d'y aller parce qu'on pense qu'il y a de bonnes chances que ça émerge et autant en faire partie, contribuer au développement de l'outil et se l'approprier aussi en interne. Et puis d'autres où, pour le coup, on ne se pose pas trop de questions et on y va de toute façon.
C'est un peu du en même temps, il faut être un peu partout. Alors, y a-t-il une autre question pour Baptiste Carpentier donc sur le Franco Score? Cette démarche qu'on a, voilà. Oui, question. Alors, Madame demande si là vous n'êtes pas encore à 100%. Est-ce que vous avez un horizon pour atteindre ce 100%? Est-ce que vous êtes fixé un calendrier en vous disant voilà, il faut que dans 1 an ou dans 6 mois ou dans 2 ans on arrive à 100%? Première question. Et deuxième question, dans le mouvement des mousquetaires, vous avez aussi des usines d'épicerie. Est-ce que sur de l'épicerie sèche, donc, il y a là aussi un calendrier de passage au Franco-Score? Alors, pour être complètement honnête, aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur le timing et pour atteindre le 100% et pour atteindre Chabrière, par exemple, qui est notre marque sur l'épicerie, enfin sucrée en tout cas. En fait, on a de la visibilité sur les unités, enfin les usines, les produits qui sortent de nos usines. Et là, effectivement, on va pouvoir assez rapidement atteindre 100% et sur Monique Ranou et sur pâturage. Sur ce qu'on source à l'externe, pour le coup, on est beaucoup plus dans le flou, d'autant plus que la situation économique est quand même... on navigue un peu à vue, donc ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on cherchera à atteindre le 100% ou à nous en rapprocher fortement 100% de l'assortiment pâturage et Monique Ranou avant d'entamer une 3e marque ou une 4e, sachant que les études conso montrent que ce sujet de l'origine est pas, sur l'épicerie, et pas ce qui ressort le plus fort. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis une marque comme Chabrière dès le départ dans le périmètre de déploiement du Franco-Score. Et la marque numéro 3, par curiosité, quelle est-elle dans le classement des marques les plus vendues chez Inter? Alors qui combine les attentes en matière d'origine et le ranking en tête de classement. le volume. Je vous pose une colle. Là, hein. Je vous avoue, non, mais c'est les fruits et légumes, c'est du végétal. D'accord. J'ai un doute entre deux marques en fait, Ok. sur le frais et sur l'emballé. Très bien, parfait. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. On va pouvoir libérer Baptiste Carpentier. Bon, parfait. On peut l'applaudir à nouveau. Hein. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Et à très bientôt. À bientôt. Alors, on a pris un tout petit peu de retard. Je vous propose de faire une courte pause de 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes pour poursuivre sur ces outils qui permettent donc de garantir l'origine des produits, puisque comme vous l'avez vu, on est un peu dans une démarche techno aujourd'hui, en tout cas de preuve de l'origine. Avec Maxine Roper, on va parler tout à l'heure de Connecting Food, on va parler tout à l'heure de ce qu'est de la blockchain. Alors la blockchain, c'est un peu le couteau suisse du moment, hein. Elle fait tout, la blockchain. Eh bien, elle peut participer aussi à garantir l'origine des produits. Et c'est ce que Maxine Roper va nous expliquer dans 5 minutes. Voilà, à tout de suite.